Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va parler câblage, booster. On va revenir un petit peu sur des points qui ont généré un petit peu de difficultés de compréhension de la part de certains d'entre vous, et donc on m'a posé des questions. Et donc je vais y répondre un petit peu assez clairement, sans revenir sur ce que j'ai déjà dit par rapport au canton. Pour qu'on parle de la même chose, il faut faire la différenciation entre le canton utilisé en signalisation et la zone de rétrosignalisation qui est utilisée pour savoir où se trouvent les trains. Parce qu'en fait, une zone de rétrosignalisation, c'est une zone qui va être délimitée par deux coupures de rails sur la phase. Donc vous savez qu'en courant digital, on a deux connecteurs qui viennent sur le rail, un qui s'appelle J et l'autre qui s'appelle K ou qui s'appelle P et N. Alors, avec le système ROCO, c'est assez simple parce qu'on a un moyen mnémotechnique. Le N, c'est le neutre, donc en gros, c'est le potentiel à 0 volts. Et le P, c'est la phase, donc en gros, c'est le fil du rail qui va comporter le signal DCC ainsi que le signal de puissance entre 16 et 18 volts. Bon. Donc, quand on a un contact de rétrosignalisation, pour pouvoir rétrosignaliser une zone, on coupe le rail qui va être la porteuse du signal issu du connecteur P, et ce connecteur, enfin ce coupon de rail est relié à une sortie du boîtier de rétrosignalisation. Parce qu'en fait, ça ne va pas être la centrale qui va alimenter ce coupon de rail, mais en fait la centrale, elle va alimenter le module de rétrosignalisation, et le module de rétrosignalisation va alimenter ensuite les 8 sorties, dans le cas d'un détecteur à 8 sorties, va alimenter les 8 sorties de rétrosignalisation vers les 8 coupons de rail qui auront été délimités sur le fil P du rail du réseau. Donc du coup, quand on a remis un petit peu ce principe-là, on a une délimitation physique, et ensuite, dans le logiciel de MFAO, en l'occurrence Train Controller, cette délimitation physique, on va venir l'attribuer à un canton. Et ce canton, on va ensuite, après, lui donner des caractéristiques de vitesse. On va définir des marqueurs virtuels de ralentissement, des marqueurs virtuels d'arrêt, et grâce à une calibration des locomotives, le logiciel va être capable de pouvoir interpoler, via une opération mathématique, entre le moment de la détection, donc sur la zone rétrosignalisée, le moment de la détection par rapport à ce qui aura été programmé et à la courbe de la locomotive qui est censée se trouver sur cette portion rétrosignalisée, et à ce moment-là, arrêter le train au bon marqueur d'arrêt et ralentir le train dès l'indication du marqueur d'arrêt. Donc du coup, en termes de gestion de circulation, c'est sur le logiciel de MFAO que ça se fait, et les boîtiers de rétrosignalisation ne sont là que pour donner une information et recueillir une information dans le cas où ils recueillent l'information RAILCOM, qui sera ensuite renvoyée à la centrale et que la centrale renverra au logiciel de MFAO. Alors maintenant, quand on commence à concevoir un réseau, comment on peut quantifier à quel moment il faut découper ces cantons et à quel moment il faut découper physiquement sur les deux rails, cette fois-ci, les zones qui seront gérées par la centrale et la zone ou les zones qui seront gérées par le booster. Alors en fait, c'est assez simple. La première des choses que vous devez faire sur votre réseau, c'est dessiner votre réseau. Et une fois que vous avez dessiné votre réseau, vous implantez les zones de rétrosignalisation en pleine voie. Parce que une rétrosignalisation pleine voie va correspondre à un canton. Un canton ne peut pas
avoir dans son canton des aiguillages. S'il a des aiguillages dans son canton, c'est dans très très rares cas. Donc c'est toujours un aiguillage, ça ne sert qu'à une seule chose, faire changer la direction du train. Donc ce changement de direction du train veut dire changement d'itinéraire. Et donc il ne peut pas être dans un canton, il est forcément à la fin ou au début d'un canton. Donc au début d'un canton, on a traversé un aiguillage et on arrive sur le canton. Et à la fin du canton, on finit l'aiguillage, on finit le canton, on arrive sur une zone d'aiguillage qui nous oriente vers un trajet particulier qui, lui, ouvrira un nouveau canton. Donc, techniquement, les grilles, donc les grilles de gare, ne sont pas des cantons. Ce sont des zones où un ou plusieurs trains, en fonction de la complexité du grill, peuvent rentrer, mais ils n'ont pas ni vocation à faire de la manœuvre sur un grill, ni vocation à s'arrêter sur le grill. Ils s'arrêtent sur des zones qui sont délimitées, qui peuvent être des cantons très courts, entre des groupes d'aiguillages. Mais les aiguillages ne sont là que pour donner une trajectoire à un train. Par contre, on peut avoir besoin de rétrosignaliser l'ensemble des aiguillages, donc c'est-à-dire les avoir connectés à une source qui sort d'un module de rétrosignalisation, pour être sûr qu'il n'y ait aucune présence sur le grill, et donc éviter des accidents. Par exemple, un wagon qui se détache, ou un train qui s'arrête, parce qu'il y a un défaut de conductivité sur l'aiguille, et bien, si l'ensemble du grill est rétrosignalisé, et qu'en plus, ce train a des consommateurs de courant qui sont alimentés, des réglettes d'alimentation, d'éclairage, etc., ben à ce moment-là, le contact de rétrosignalisation renvoyant l'information comme quoi il y a une présence, eh ben, le logiciel de MFAO n'enverra pas de train et n'autorisera pas le train à partir de cette zone parce qu'il y aura une détection qui aura été faite sur la zone du grill. Donc ça, c'est une chose qui est importante à avoir en tête, parce que par exemple, donc là je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites sur les premières parties de la construction du grill de la gare de Wissenheim, parce que là vous verrez un petit peu les implantations, mais ce grill en lui-même, il va avoir plusieurs contacts de rétrosignalisation en fonction des itinéraires typiques. Comme ça, je vais avoir un groupe au nord, le groupe médian et un groupe au sud, ce qui va me permettre de pouvoir avoir une sécurité supplémentaire. Bon. Maintenant, à partir de quel moment on doit mettre un booster? Alors, si votre réseau, quelle que soit sa taille, n'est destiné qu'à faire tourner 4 trains. Vous vous souvenez, je vous ai parlé dans la vidéo sur comment dimensionner son réseau, comment les constructeurs avaient dimensionné leurs offres digitales. 4 trains qui roulent, 8 effecteurs, donc 8 commandes d'aiguillage, parce que les effecteurs, majoritairement, ce sont des commandes d'aiguillage, il peut y avoir quelques exceptions, mais on va rester sur 8 aiguillages, et 16 contacts de rétrosignalisation, ce qui faisait une centrale, un boîtier de commande à 8 sorties, ou 2 boîtiers à 4 sorties, ça dépend. Rocco, en l'occurrence, fait un boîtier à 8 commandes d'effecteurs. Et ensuite, 16 contacts de rétrosignalisation, donc soit la rétrosignalisation basique qui a 16 sorties, soit des modules 10808. Et donc là, dans ce cas-là, il faut mettre 2 modules. Et donc tout ça, ça correspondait à la consommation d'une centrale. Alors j'avais fait une petite erreur factuelle, la centrale Rocco est capable de pouvoir délivrer au maximum 3 ampères 2, mais Rocco fournit un transformateur qui n'est pas capable de délivrer de plus de 2,7 ampères. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle se met en sécurité. Ils donnent une raison complètement fumeuse sur leur site qui, moi, me fait bondir à chaque fois que je la lis. C'est que, en gros, il y a très peu de gens qui utilisent au maximum, et donc, du coup, il y a suffisamment de réserve d'énergie. C'est une connerie. Voilà, donc ce qui est en plus pas vrai, et ça, c'est un mécanisme pour faire croire aux gens que la centrale est limitée, donc il faut acheter un booster, alors qu'ils ont peut-être encore un peu de marge. Enfin bon, ça, c'est un procédé commercial que je n'approuve pas.
Mais dans tous les cas, quand vous faites votre réseau et que vous dessinez votre réseau, la chose la plus délicate, c'est qu'effectivement, vous devez déterminer une zone globale qui va être gérée par la centrale, dans laquelle vous devez avoir 8 aiguillages, 16 contacts de rétrosignalisation et 4 trains. Donc moi, dans le cadre, par exemple, de Wissenheim, vous avez la gare cachée, qui est donc au niveau 0, hein, qui est donc un faisceau avec 4 voies. Vous avez un grill d'entrée avec 4 aiguillages, et vous avez un grill de sortie un peu complexe, qui comporte des traverses jonctions doubles. En gros, si je ne me trompe pas, j'ai 3 cartes, donc 3 x 4, 12, donc j'ai 12 aiguillages, donc ça fait 16 aiguillages, donc voilà. En gros, ce rez-de-chaussée va me gérer déjà 4 trains, 16 aiguillages, et que je vous dise pas de bêtises, je dois être à 8 contacts de rétrosignalisation. Donc en fait, la centrale Z21, elle va gérer mon niveau 0, sauf l'exception qui est la boucle de retournement, et 2 niveaux de la rampe nord. Comme ça, je sais que sur cette partie-là du réseau, en circulation, je peux avoir au maximum 4 trains. Je n'aurai jamais 4 trains en permanence. Parce que la gare du niveau 0 n'a pas vocation à être une gare de stationnement, mais une gare de dispatch et de lancement de scénario. Donc, ça veut dire qu'en gros, j'ai une marge de manœuvre qui est donnée par le fait que j'ai 2 trains qui circulent dans la rampe et au moins 2 trains qui sont stationnés et 2 trains qui sont en circulation dans la gare de niveau 0, soit pour arriver, soit pour repartir. Donc du coup, ça me permet de faire une moyenne qui, dans les cas les plus défavorables, me permet de pouvoir avoir une marge de manœuvre et éviter que la centrale tilte dès qu'il y a trop de consommateurs. Étant entendu, bien évidemment, que grâce au Perfect Coach Lighting, si vous avez regardé la vidéo de samedi dernier, bah vous savez que je peux éteindre avec l'adresse réseau les consommateurs, donc c'est-à-dire les rampes d'éclairage, dans cette partie-là du réseau, parce que bah, c'est une partie qui n'est pas visible, donc je n'ai pas besoin de l'éclairer. Donc ça, c'est comme ça que j'ai fait. Et ensuite, et c'est là je vais vous remettre une petite image de l'ensemble du TCO, j'ai déterminé des zones qui seront ensuite en gérance par leur module de rétrosignalisation respectif. Donc ça veut dire que chaque module de rétrosignalisation gère 8 zones, et donc la centrale va gérer 8 zones sur la gare cachée du niveau 0, mais elle va gérer aussi 2 autres modules de 8 zones au niveau de la rampe nord et au niveau de la gare cachée du niveau 2. Alors là, vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, Gabriel, t'as plus que 4 trains. Oui, j'ai plus que 4 trains stationnés. Mais en circulation, je suis à 4 trains en circulation, plus des trains qui sont stationnés. Les trains stationnés ne consomment quasiment rien. Encore moins si j'ai fermé leur éclairage à ces endroits-là. Donc en gros, là, à l'heure actuelle, la centrale au nord va gérer 3 modules de rétrosignalisation. Donc elle va gérer 24 cantons, avec 4 trains qui tournent simultanément, plus des trains en stationnement. Ça ne pose aucun problème. Donc là, j'ai calibré la gérance de la centrale. Maintenant, bien évidemment, je vais avoir des parties qui vont être alimentées par des boosters, par un booster. Alors là, moi, j'ai pris un dual booster, parce que ça me permettait d'avoir 2 boosters en un. Et donc, chaque sortie du dual booster va avoir en gérance, à son tour, des modules de rétrosignalisation. C'est-à-dire que le courant
le bus PN du booster 1 va aller alimenter 3 boîtiers de rétrosignalisation qui se trouvent dans la rampe sud, et donc le booster 1 va avoir en gérance ce qui se passe dans la rampe sud, dans l'hélice sud, du rez-de-chaussée, du niveau 0, jusqu'à la tranchée de l'escarbille. Et ensuite, après, le booster 2 va avoir en gérance tout ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire la gare de Wissenheim, le grill qui est derrière moi, le dépôt, et ça va me permettre d'avoir 4 trains qui circulent sur le grill au maximum, possibilité qui sera très très rare, et d'avoir l'ensemble des effecteurs et des contacts de rétrosignalisation de la partie supérieure. Et puis au final, je vais avoir un booster supplémentaire qui gérera l'extension. Donc ensuite, entre ces différentes zones, j'ai une coupure sur les 2 rails. Parce que, entre une gérance faite par la centrale, je vous ai parlé que P était géré par les boîtiers de rétrosignalisation, mais N dépend des rings d'alimentation qui sont alimentés soit en sortie de centrale, soit en sortie de booster. Et donc, pour éviter qu'il y ait une communication entre le N de la centrale et le N géré par le booster, eh ben, on a une coupure de rail sur le fil N, ce qui arrive uniquement quand on passe d'une zone de transit à une autre. Alors moi, avant, historiquement, j'avais fait une coupure sur les 2 rails, en me disant, chaque zone de rétrosignalisation est complètement autonome et je l'alimente. Ce qui avait pour conséquence de démultiplier le câblage. Si vous avez suivi un petit peu l'historique de toute la réflexion qui s'est basée depuis la refonte du câblage qui est encore en cours sur le réseau de Wissenheim, vous savez que il m'a été conseillé de faire un petit peu différemment et donc de fonctionner avec des principes de ring. Mais ça n'empêche que j'ai toujours, moi, mes délimitations physiques qui sont faites. Donc simplement, j'ai un ring saute-mouton sur le canal N, et puis j'ai tous mes signaux P qui vont vers mes boîtiers de rétrosignalisation. Donc tout ça pour vous dire que, effectivement, le câblage d'un réseau ne peut se faire dans de bonnes conditions que quand il a été dessiné, pensé, et qu'on sait déjà à l'avance combien de trains vont circuler dans les zones qui seront en gérance par la centrale ou par le booster. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé des distances. Vous pouvez très bien avoir la solution de base prévue par les constructeurs, c'est-à-dire 4 trains, 8 contacts d'effecteurs, enfin 8 effecteurs et 16 contacts de rétrosignalisation sur 1 km de voie. Ça ne pose aucun problème. Vous n'avez pas besoin de booster pour ça. Si vous n'avez que 4 trains qui circulent, mais que votre réseau fait 350 mètres, mais que vous n'avez que 4 trains qui circulent, que 8 aiguillages et que 16 contacts de rétrosignalisation, ce qui est tout à fait possible, vous n'avez besoin que d'une centrale. Par contre, si vous avez décidé d'avoir plus de trains qui circulent, ou que vous avez des éclairages intérieurs qui consomment beaucoup, alors il y a matière à débat de savoir combien chaque voiture va consommer avec ce genre de merde ici. Là, ce ruban-là est donné pour une consommation de 200 mA par 20 cm, donc 1 ampère par mètre. Il y a des rubans qui sont un peu moins énergivores. J'entends l'argument et je ne le rejette pas d'ailleurs. Je pense qu'il y a tout à fait moyen de trouver, mais dans tous les cas, on a une consommation qui est non négligeable.
Voilà. Alors ensuite, après, les dégâts que ça peut provoquer sur le matériel roulant, c'est aussi sujet à caution. Bon, en tout cas, moi, pour le moment, je maintiens ce que j'ai pu dire sur les vidéos précédentes. J'entends les arguments, mais quoi qu'il arrive, quand on regarde les docs techniques des diodes CMS, on voit bien qu'il y a des échauffements locaux très importants, et bon, voilà. Mais ça, c'est une chose qui est sujet à débat et à interprétation, et je comprends et j'entends les arguments qui sont donnés, je ne les réfute pas totalement, je ne suis pas forcément d'accord sur tout, mais bon, soit. Mais toujours est-il que, en fait, le nombre de boosters que vous allez devoir mettre sur votre réseau dépend d'abord et avant tout du nombre de trains simultanément qui vont circuler. Ça, c'est la chose. En tant que débutant, vous n'avez pas besoin de vous poser plus de questions que ça. C'est-à-dire que si sur votre réseau, vous n'avez que 4 trains qui circulent, vous n'avez pas d'obligation à utiliser le booster, sauf si et seulement si vous n'avez pas, à ce moment-là, trop de commandes d'effecteurs, donc d'aiguilles. Parce que, par exemple, quelqu'un qui pourrait me dire, bah, par exemple, je n'ai que 4 trains qui circulent, mais j'ai 80 aiguillages. Ah, ça fait un peu beaucoup. Donc là, il sera peut-être intéressant d'avoir un booster pour pouvoir alimenter les aiguillages. Et donc les modules d'aiguillage. Ou les cobalt IP, par exemple. Mais ça va vous nécessiter un câblage qui va être un peu plus laborieux. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les boosters n'amplifient pas la capacité de traitement du signal DCC. Elles viennent vous donner de la puissance nécessaire pour faire fonctionner ce qui va être connecté à la centrale. Donc en gros, elles vous filent de l'ampérage, de l'intensité supplémentaire. Elles ne vous donnent pas des capacités de traitement supplémentaires. Donc, quoi qu'il arrive, les limitations du DCC dont j'ai parlé, à de nombreuses reprises, restent valables. Donc c'est vrai que dans le cas, hormis le particularisme des moteurs Cobalt IP, et je ferai certainement une vidéo à la suggestion d'Antoine pour vous expliquer un peu comment fonctionnent ces moteurs-là, qui ont beaucoup d'avantages et qui ont quelques inconvénients, eh bien, on peut décorréler les commandes d'effecteurs du signal DCC de traction des trains. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante, tout comme on peut décorréler les boîtiers de signalisation qui n'ont qu'un aspect esthétique, puisque un boîtier de signalisation, un décodeur de signal, n'est là que pour donner une interprétation lumineuse par rapport à une programmation qu'on lui donne, mais n'a aucun effet réel sur le comportement des trains. Moi, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, et c'est aussi pour ça que j'ai pu définitivement expédier la solution BM3 de Lens, qui faisait une génération de fréquences et qui générait en fait un comportement d'un signal par rapport à la génération de fréquences. Parce que ça multipliait par 4 le câblage et que c'était lourdingue au possible. Alors que quand vous regardez le module de signalisation, le décodeur de signalisation Z21, lui, il reçoit une information de commande via le DCC, comme tous les effecteurs, mais par contre, effectivement, il n'intervient pas sur le comportement d'une locomotive dans une section de voie donnée. Voilà. Donc c'est un module de décoration, et c'est totalement un module passif, mais c'est un module DCC. Donc effectivement, dans ce cas-là, moi, pour pouvoir piloter l'ensemble de ces modules de décor, du coup, j'ai pris une centrale, une Z21 blanche, comme ça je suis tranquille, et le signal DCC de la centrale Z21 blanche va gérer la gestion lumineuse des signaux par rapport à une programmation que je lui aurais donnée dans le logiciel de MFAO. Voilà, donc c'est finalement qu'une centrale de commande pour des affichages.
Donc c'est pour ça, si vous voulez, que ce qui est intéressant, quand on commence le câblage et quand on commence à réfléchir à un réseau miniature, bah, c'est déjà d'identifier vos besoins, de faire en fait un vrai cahier des charges. Quel va être le cahier des charges de votre réseau? Donc, vous avez un cahier des charges spatial, c'est-à-dire son encombrement. Vous allez avoir un cahier des charges en termes de ce que vous désirez comme circulation. Et vous allez avoir ensuite un cahier des charges qui va être déterminé par le nombre d'effecteurs, c'est-à-dire d'aiguillages, globalement, que vous allez avoir sur votre réseau. Et une fois que vous avez toutes ces informations-là, à ce moment-là, vous pourrez faire le découpage de vos contacts de rétrosignalisation, donc de vos zones rétrosignalisées. À partir du moment où vous avez vos zones rétrosignalisées, vous allez pouvoir les rassembler en grappes de 8. Donc de 8, parce que ça correspond à des boîtiers. Donc vous allez avoir un nombre de boîtiers par rapport à un nombre de contacts de rétrosignalisation. Et ensuite, une fois que vous avez l'ensemble de vos boîtiers et le nombre de vos trains, vous êtes capable de pouvoir dire, bah, le boîtier 1 à 5, ça va être géré par la centrale. De 5 à 10, ça va être géré par un booster. De 10 à 15 ou de 10 à 11, ou de 10 à 13 plutôt, ça sera géré par un autre booster, etc. Et à ce moment-là, une fois que vous avez tout ça, bah là, vous pouvez commencer à câbler. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai procédé au recablage de Wessenheim et à la redéfinition du câblage de Wessenheim. Donc, je pense que c'est une méthode qui pourra vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous mettre un petit pouce vers le haut. Ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter la présence de la chaîne Bienvenue à Wessenheim dans les algorithmes de YouTube et donc permettre de développer l'audience de la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Wessenheim et sur le modélisme ferroviaire en particulier. J'attends avec impatience les rampes Perfect Coach Lighting, maintenant, qui devraient arriver dans les jours qui viennent, si la Poste veut bien faire son travail correctement, pour pouvoir tourner les vidéos concernant le montage des Perfect Coach Lighting et le test des Perfect Coach Lighting. Et moi, d'ici là, je vais continuer le câblage. À très bientôt!